Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauli. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Vendredi 4 novembre, mesdames, messieurs, bienvenue au Forum de la presse. Aujourd'hui, l'actualité hebdomadaire nous impose de parler de la situation sécuritaire encore une fois avec cette fameuse lettre du leader d'Ansardine Yada Gali adressée au président du Haut Conseil islamique Mahmoud Dicko. Un démenti d'Ansardine a d'ailleurs été adressé dans la semaine à l'agence mauritanienne Allah Akbar. 3 ans que Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été exécutés dans le nord du Mali et l'enquête avance très lentement. Enfin, l'ouverture de la campagne politique pour les communales. Nous avons invité pour vous Hassan Koné de notrenation.com, Lanfia Sinaba, il est journaliste écrivain, Yuba Konaté du Zénith Ballet, et Yoronso de l'Inter de Bamako. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Philippe Dambélé. Le grand dialogue. Bienvenue donc au Forum de la presse de ce vendredi. C'est dans une lettre publiée sur un site malien que l'organisation islamiste Ansardine aurait accepté un cessez-le-feu proposé par le président du Haut Conseil islamique du Mali. Les responsables d'Ansardine annoncent qu'ils vont mettre fin aux attaques sur toute l'étendue du territoire malien et surtout dans le nord du pays. Selon le Haut Conseil islamique, ce cessez-le-feu est le fruit de longs mois de négociations très discrètes. La lettre de Yada Gali date du 27 septembre dernier. Or, depuis cette date, il y a eu des attaques attribuées à Ansardine ou revendiquées par le même groupe. Un démenti de Ansardine a été adressé dans la semaine à l'agence mauritanienne Allah Akbar, Yuba Konaté. Alors dites-moi, quelle est votre impression justement sur cette lettre de Yada Gali adressée au président du Haut Conseil islamique? Merci donc Ousmane de me permettre de donner mon point de vue par rapport à cette question. Déjà, tout le monde a constaté, n'est-ce pas, le grand cafouillage que cette question a, comment dirais-je, suscité a soulevé au sein de l'opinion dans notre pays. C'est qu'il y a, pour moi, il y a un problème d'abord. C'est que soit le président du Haut Conseil islamique n'était pas très sûr de ce qu'il disait, ce qu'il avançait. Et il a confirmé sur les antennes il a confirmé que cette lettre était bien de Yada Gali. Ou alors, bien sûr, ou alors Yada Gali s'est rétracté après. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que le temps va nous permettre de comprendre véritablement ce qui s'est passé. Mais avec tout ce que nous avons actuellement comme données, moi je pense que nous avons c'est forcément l'une de ces lectures-là que l'on fait. Soit peut-être que le président du Haut Conseil allait vite en besoin, tous les termes n'étaient pas totalement conclus, ou alors s'est rétracté. En tout cas, c'est la première impression que moi j'ai par rapport à cette question. Merci. Lanfia Sinaba, vous êtes journaliste et écrivain. Dites-moi, cette lettre date quand même du 27 septembre. À supposer qu'elle soit bien de Yad, il y a eu des attaques après qui ont été parfois revendiquées par Ansardine. Effectivement. À ce niveau, moi, j'ai deux analyses. D'abord, avant le démenti, même si c'est une lettre qui est réelle, il faut reconnaître qu'elle n'apporte pas un plus au processus. D'abord, la lettre ne fait aucune référence au processus d'Alger. En allant à Alger, il y avait un certain nombre de conditions qu'il fallait remplir, notamment le caractère laïque, la forme républicaine de l'État. Et il rejette cela dans sa lettre, même si c'est une lettre qui a été contestée là. Le caractère laïque, oui, puisque Yad pose comme condition l'application de la charia. Mais est-ce que ce ne serait pas, si cette lettre était toutefois de Yada Gali, est-ce que ce ne serait pas mettre la barre un peu plus haut pour ouvrir les négociations? En ce moment, est-ce qu'il apporte un plus? Si c'est le cas, pourquoi ne pas renoncer à cela bien avant qu'on aille à Alger? C'est là où j'ai dit que si on suit la démarche de hier, si la lettre est réelle, c'est une manière de remettre en cause le processus, de le faire retourner en arrière. Maintenant, dans l'autre aspect de l'analyse, il apporte un démenti. Ça voudra dire quelque part que l'imam Mahmoud Dicko, qui est quand même une personnalité très crédible, a donné une information erronée au peuple, parce qu'il a confirmé lui-même. Maintenant, alors on a vu déjà que la lettre date du 27 septembre, mais Dicko n'en a parlé qu'il y a quelques jours. Est-ce que ce n'était pas le temps de pouvoir authentifier la lettre? Non, à mon avis, non, dans la mesure où il y a eu assez d'échanges, parce qu'on dit suite à plusieurs tentatives. Ça voudra dire qu'il y a eu au moins 2 échanges entre eux de lettres.
au moins. Donc, je ne pense pas que ça ne soit une façon d'authentifier. Maintenant, le même jour où un confrère publie la lettre, c'est ce même jour que la branche qui est opposée à cette lettre, la branche dissidente en Sardine, frappe. Et pas de n'importe quelle manière, mais d'une manière où ça remet en cause même la capacité motrice de l'aménagement. Ça a été frappé de telle sorte que une manière de dire, bon voilà, même si IAD est avec Mahmoud Dicko, IAD devait entrer dans le processus. Aujourd'hui, ça nous amène à nous poser la question de savoir quelle est la force réelle, la capacité réelle de IAD. Quel est son leadership aujourd'hui? Est-ce que c'est un leadership qui vaut la peine d'entamer des négociations avec lui, même si la lettre elle est réelle? Maintenant, l'autre aspect également qu'on peut signaler, c'est le fait que Mahmoud Dicko a voulu évoluer en solo, parce qu'aujourd'hui c'est sa parole contre cette branche dissidente dans Sardine, si on peut l'appeler ainsi. Donc ça sous-entend donc qu'il y a une branche qui était d'accord avec cette lettre. Ça sous-entend, si toutefois on croit à la version de Mahmoud Dicko. Si on croit à la version de Mahmoud Dicko, ça voudra dire qu'il y a une branche dissidente qui est là, qui n'est pas d'accord, qui conteste le leadership d'Iyad Agadi. Maintenant, que ça soit dans l'un ou dans l'autre cas, ce qu'il faudrait, peut-être si on peut faire un reproche au président du Haut Conseil islamique, c'est le fait d'avoir peut-être mené cette négociation, cette tentative de négociation en solo, parce qu'il n'y a pas un autre leader religieux qui a été associé, et vraisemblablement, même les services de renseignement n'étaient pas au courant à la lumière des informations que nous avons reçues. Autrement dit, c'était entre l'imam Mahmoud Dicko et les gens dans Sardine. Et là, quelque part, ça doit faire peur. Merci. Hassan Koné, vous êtes donc de notrenation.com. Est-ce qu'il est judicieux de négocier avec quelqu'un comme IAD? Est-ce que ça va changer justement la donne sécuritaire, spécialement dans le nord du pays? Mais c'est la question que moi je me pose personnellement. Jusqu'à preuve du contraire, moi je ne pense pas que toute cette menace qui plane sur le Mali soit le fait d'IAD. Donc moi je suis un peu surpris lorsqu'on dit négocier à IAD, négocier avec IAD. Mais on ne peut pas négliger quand même sa capacité militaire. J'y arrive. Les capacités militaires de IAD ne sont pas avérées en réalité. Donc vous pensez qu'il y a un essoufflement aujourd'hui en Sardine? Mais en Sardine, on n'en entend plus parler. On entend parler de IAD, mais on n'entend pas parler de Sardine. Elle continue à revendiquer des attaques sur le terrain. Bon, moi, personnellement, je ne vois les attaques sur le terrain. Et officiellement, je ne vois pas de revendication dans Sardine pour le moment. Hein. Donc, il y a un problème. Même cette lettre qu'on... Bon, j'ai l'impression qu'on est en train de nous faire... C'est un épouvantail qu'on est en train de... négocier à IAD. Comme si on négociait à IAD, ça va être la solution de ce problème-là. Justement, c'est la question. Est-ce que c'est une des solutions? Est-ce qu'il y a des prêts à négocier? Est-ce qu'il y a des convaincus qu'en négociant... Comment expliquer donc cette lettre-là? Sur les taxes de terroristes. Oui, mais comment expliquer justement ces échanges-là entre IAD et Mahmoud Dicko qui serait arrivé à cette conclusion où il aurait décidé justement d'un cessez-le-feu? Il décide d'un cessez-le-feu unilatéral, hein? Ça c'est un. Et de deux, et moi je suis un peu dubitatif là-dessus parce que je me pose des questions. Et la lettre de IAD en réalité n'est pas une lettre de cessez-le-feu. Quand tu déclares un cessez-le-feu, tu ne dois pas dire dans cette lettre-là que tu ne reconnais pas les autorités tant du Mali, que toi c'est les autorités religieuses, mais ça pose problème. Donc cessez-le-feu avec qui? C'est là où je dis que ça n'apporte pas un plus au processus. Cessez-le-feu avec qui? Une plus-value donc au processus. Il n'y a pas de plus-value au processus. Donc moi je pense qu'on nous a fait perdre le temps pendant une semaine. Une lettre a été, cessez-le-feu a été demandé, une branche conteste en Mauritanie. Vraiment c'est une perte de temps pendant une semaine quoi. Merci. Yorosso, que dire donc de ce démenti à travers le site mauritanien Allah Akbar? Est-ce que ça ne sous-entend pas qu'il y a une fracture même déjà au sein de Sardine? Bon, en Sardine, par rapport à la lettre, moi je crois qu'il ne faut même pas accorder de crédit à cette lettre. Quand on voit sa lettre et sa date d'envoi le 27 septembre et peut-être sa divulgation à partir de fin octobre, début novembre, il y a eu un temps qui s'est écoulé. Pourquoi Dicko a attendu tout ça pour... Oui, mais les mesures de sécurité, pour que la lettre parvienne à Dicko, la personne qui va l'amener va certainement prendre des mesures de précaution. Ça va prendre un certain temps. Non, l'interlocuteur de IAD a été toujours Mahmoud Dicko, le Haut Conseil. On se rappelle lorsque les villes
du Nord sont tombés, c'est eux qui ont été rencontrés il y a dans le Nord au moment où voilà. Donc c'est. Oui, mais est-ce que là, par exemple, cette mission n'est pas à saluer? Par exemple, ils arrivent quand même, ces leaders religieux, à faire des choses, à faire libérer justement ces militaires maliens. Oui, ça, est-ce que ce n'est pas à saluer justement ce rôle-là qui les a amenés à pouvoir faire libérer ces militaires? C'est une très bonne chose, mais ce qui est posé en contrepartie, ce qui pose problème aujourd'hui, et c'est ce qui remet en cause tous les acquis. C'est-à-dire d'abord, la condition posée par Iyad. Il est prêt à déposer les armes, il est prêt à faire un cessez-le-feu, mais à condition qu'il applique la charia. Maintenant, on me dira peut-être qu'il serait bon aussi de laisser Mahmoud Dicko aller à une négociation avec Iyad, mais je me dis, Iyad, du début à maintenant, c'est vrai, on a connu plusieurs rébellions, mais c'est parce qu'il y a eu cette branche d'Ansardine en 2012, vu la force de frappe, ça a permis à la rébellion d'avoir une autre dimension, ce qui n'était pas, à mon avis, le cas des autres. Donc, quelque part, je me dis que si nous sommes dans cette situation, en partie, sinon en grande partie, il y a l'effet des groupes terroristes, des groupes islamistes. Il faut le dire comme ça. Donc je me dis peut-être que sur la base de ces éléments-là, est-ce qu'il est encore bon d'accorder du crédit à Iyad aujourd'hui? Surtout qu'il n'a pas encore renoncé. On a été clair en allant à Alger. Il y avait un certain nombre de critères qu'il fallait accepter. Oui, mais on a discuté avec quelqu'un comme Cheikh Agaoussa, feu Cheikh Agaoussa, qui était du HCUIA, qui était le numéro 2 de Yadagali. Il est venu dans le HCUIA. On a discuté avec lui en tant qu'élément du HCUIA. Mais maintenant, si on continue à négocier avec Iyad. Si tu poses le problème de cette façon, je crois qu'on ne pourra pas s'en sortir. Oui. C'est-à-dire par rapport aux négociations, on a fait un tri sélectif. Mais les conditions étaient claires. Hein? Non, ceux qui ont accepté de poursuivre le processus. Ils étaient. Non, attendez. Est-ce que vous pensez, vous, déjà à votre niveau, qu'il est judicieux? Je n'ai pas fini mon raisonnement. Je vous redonne la parole dans quelques instants, la Fia Sinabayou. Oui, moi je ne sais pas sur quelle base on va discuter avec un Iyad, par exemple. Parce que moi, je l'ai toujours dit. C'est ce qui parraine. Contrairement à Hassan, est-ce que vous pensez, par exemple, que ça peut justement calmer le. Avec les MNLA, moi je ne vois pas pourquoi on ne discute pas avec Iyad. Iyad n'a jamais mis en cause les frontières du Mali. Ça, c'est important. C'est que. Iyad a quand même fait allégeance. Non. Il a raison dans la mesure où il a reconnu que Iyad a commencé, il n'a jamais mis en cause l'intégrité du Mali. Ça, c'est clair. Les MNLA et le caractère laïque de la République que le MNLA n'a pas remis en cause. La laïcité, il n'y a pas de laïcité même en France. Quelle laïcité? Il ne faut pas qu'on s'accroche sur des mots dont on ne connaît pas le contenu. Moi, donc vous êtes pour qu'on aille vers un État islamique? Non, mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Dans un pays à 90% musulmans, l'aspiration des 90% doit être reflété dans tous nos textes, ça c'est clair ça. On n'est pas contre l'islam, mais c'est pas les ça nous a coûté. Je vais demander à Hassan amputé des gens. La laïcité qu'on parle là. Messieurs, vous allez m'excuser, c'est la pause. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté avec nous. Vous suivez donc le forum de la presse du Studio Tamani. Hassan Koné, alors dites-moi, est-ce que justement le modèle de laïcité qu'on connaît pose quelques soucis apparemment? Moi, personnellement, le modèle de laïcité qu'on vit au Mali ne me pose aucun problème. Et là, je ne suis pas d'accord avec mon confrère de la droite qui dit que le Mali est à 90% musulman. Le Mali est à 90% musulman, ça c'est à Bamako, c'est dans nos grandes villes. Les réalités traditionnelles maliennes, on les connaît. Ça, ce sont les statistiques. S'il vous plaît, on le dit. Mais moi, je vais te donner d'autres statistiques. Le Mali est à 100% animiste.
Je peux le dire. Ça, c'est les statistiques. C'est 90% musulmans, ils ont des pratiques animistes. Ça relève quand même un peu de l'utopie. 90% musulmans ont des pratiques animistes. Ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est que ce n'est pas parce qu'on est contre l'application de la charia ou encore l'application de l'islam, mais la forme que les IAD veulent. On a vu ce qu'ils ont fait à nos frères. Ils ont amputé des gens, flagellé des gens. Pour savoir quelle forme de laïcité. Ah, mais il a prouvé. Il a prouvé. Messieurs, on va laisser Yuba réagir. À l'origine, plus ou moins, il est l'aide de ceux-là qui Yoro Lanfia, s'il vous plaît. On va laisser Yuba réagir très rapidement. Oui, ça dit que je pense qu'il faut rester dans le contexte et le sujet ici, c'est quoi? Est-ce que nous pouvons négocier avec Yag Agali en tant qu'acteur de la sécurité? Moi, je pense que ce n'est pas du tout possible. D'autant plus que parce qu'il ne faudrait pas oublier entre-temps, parce que nous parlons comme si nous, aujourd'hui, le Mali, en tant que nation, est aujourd'hui maître de son propre destin. Non. Quand vous regardez un peu, vous faites un retour un peu en arrière, vous allez comprendre que de l'éclatement de la crise à nos jours, si les autres n'étaient pas intervenus, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, il faudrait être clair. Ça, c'est pas vrai. Ça, non, c'est formule. Ça, tout le monde l'a. Ceci étant dit, vas-y rapidement, Yuba. Oui, très rapidement, sur ce plan que. Donc, nous sommes désormais conditionnés et on n'a pas le choix. Nous sommes conditionnés. Ceux qui collaborent avec le Mali, n'est-ce pas, en termes de communauté internationale, bien que souvent les gens ne l'aiment pas, parce qu'il y a une histoire de souveraineté et de trucs, de chauvinisme, mais nous sommes condamnés à prendre en compte les opinions de ces gens-là et nous sommes obligés de faire avec ces gens-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tous ceux qui sont réalistes aujourd'hui comprennent que nous n'avons pas le choix, notre destin ne nous appartient pas aujourd'hui. Oui, merci. Les autres, merci Yuba Konaté. Merci Hassan. Une semaine donc après l'attaque d'un client d'un établissement bancaire à Bamako, l'association des banques a exprimé son inquiétude face à la multiplication des actes de violence et annonce le renforcement des mesures de sécurité dans toutes les banques et établissements concernés. Lanfia Sinaba, les spéculations vont bon train. On parle de suspects appréhendés déjà. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Non, ce n'est pas ces informations que j'ai l'impression que certains n'ont pas compris. Ce que j'ai compris, moi, je vais parler de ce que j'ai compris, c'est que il y a des suspects qui ont été interpellés et à travers lesquels il y a des pistes pour aboutir à ceux-là qui ont posé ces actes-là, les présumés auteurs. Mais de là à dire qu'il y a des auteurs, parce que c'est ce qui a envoyé un tout petit peu les réseaux sociaux, je ne sais pas d'où est-ce qu'on a pu tirer cette information, mais on s'est basé sur un sujet de reportage de l'ORTM pour le dire. Je pense que l'ORTM ne l'a pas dit comme ça, et après je pense qu'il y a des démentis pour dire que ce ne sont pas les auteurs de l'attaque qui ont été arrêtés. Maintenant, moi, ce sujet, je voudrais l'aborder sous un autre aspect. Aujourd'hui, ça a été fait dans un endroit où on suppose que c'est le cœur de la capitale malienne. Il n'y a pas de disposition ou encore de dispositif que lorsqu'il y a une telle attaque, que les assaillants puissent disparaître, se retrouver, s'effondrer dans la nature sans qu'on ne s'aperçoive qui ils sont, où ils sont allés. La question, c'est de savoir aujourd'hui quelles sont les dispositions que nos autorités ont mises en place pour que lorsqu'il y a des actes de ce genre, que les auteurs puissent être appréhendés. C'est toute là mon inquiétude. Parce qu'ils ont commis leur acte et ils ont disparu comme ça. On ne sait pas là où ils sont. Et ça a été fait en plein centre-ville, à un endroit où on suppose que la sécurité, elle est vraiment... Effectivement, parce que c'est à quelques mètres. L'Institut français est à côté, la sécurité d'État est à côté, la cité ministérielle est pas loin. Et c'est le passage, comme un des journalistes, Freddy Matar, Silla le disait tout à l'heure, c'est le passage privilégié du président de la République. Bon, vous voyez, donc ça pose un sérieux problème. Et que des individus comme ça viennent commettre un tel forfait, disparaître, ben là, ça doit nous interpeller. Merci. Hassan Koné de NotreNation.com. Est-ce que justement cette visite de l'honorable
exemple, Karim Keïta, le président de la commission de défense qu'on a vu hier sur les antennes, qui parlait du fait d'avoir un peu oublié la police et la gendarmerie en termes d'équipement. Ils se sont, selon ses dires, focalisés sur l'armée. Est-ce que ça dédouanerait justement les actes mais c'est très grave. Il a aussi parlé du fait que les hommes doivent savoir pourquoi ils sont recrutés et doivent faire face aux problèmes sérieusement. C'est très grave tout ce qui se dit là. Parce que moi, je sais que gouverner, c'est prévoir. Quand tu prends des dispositions, tu dis tu t'es préoccupé de l'armée et tu as oublié la police et la gendarmerie, comme si la police et la gendarmerie n'avaient pas de rôle à jouer. Ça pose problème. C'est des déclarations qui ne tiennent pas. Et enfin, il a parlé. Mais comme l'autre le dirait, il a parlé pour ne rien dire. Pour nous, la police n'est pas oubliée. Est-ce que vous pensez que la police dispose de suffisamment de moyens? On estime que le citoyen malien paye ses impôts. C'est pour que l'État malien assure sa sécurité. Oui, mais que la police ne dispose pas de moyens, que la police dispose de moyens, c'est pas à nous de le dire. On demande des comptes à celui qui perçoit nos impôts. C'est-à-dire, une république, c'est ça. Il y a des principes de base sur lesquels une république fonctionne. Je paye mes impôts pour qu'on assure ma sécurité. Maintenant, si celui qui perçoit mes impôts n'assure pas ma sécurité, je le lui dis. Le travail est mal fait. Donc, ça pose énormément de problèmes. Je ne suis pas un expert pour dire que la police malienne n'est pas équipée. Je ne suis pas rentré dans les entrepôts de la police malienne. Moi, je suppose qu'une police nationale doit avoir les moyens de faire son travail. Et il y a des experts pour cela. Ils doivent donner les moyens à la police nationale de faire son travail. Ce qu'il a dit, ça ne les excuse pas. Merci. Yorosso de l'Inter de Bamako, à votre niveau, vous pensez que la police dispose suffisamment quand on voit que les policiers n'ont pas suffisamment d'armes, quand on voit que les policiers n'ont pas de gilet pare-balles ou même parfois l'essence pour patrouiller manque justement à ces policiers-là. Est-ce qu'on peut faire la sécurité sur ces bases-là? On peut faire la sécurité, il faut qu'on mette la volonté. Comme Hassan l'a dit, chaque fois qu'il y a attaque ou chaque fois il y a un problème, on met en avant le problème de manque de moyens. Le manque de moyens ne peut pas être... Chaque fois, il faut mettre le manque de moyens en avant. Je crois qu'il faut mettre la volonté. Ce qui s'est passé au niveau de Kobank, comme Sinaba l'a dit, c'est le cœur même de Bamako. Ecobank est dans un camp militaire. C'est dans le domaine de la base qu'on a extrait pour construire les banques et autres. Et comment, en plein midi, on peut attaquer les citoyens à un pas des policiers, un jeu de cailloux de la cité, de la cité administrative où il y a un dispositif impressionnant. Et je me pose la question aujourd'hui, à quoi servent les caméras qu'on a installées ainsi partout à travers la ville de Bamako? Et aussi, dans la banque, il y a la caméra de surveillance. Il y a les gardes. La caméra de surveillance de la banque, j'espère qu'elle a filmé les scènes. Et normalement, la caméra de surveillance doit être en contact direct avec la police ou la gendarmerie. Et chaque fois qu'il y a un mouvement, automatiquement, on doit saisir la police ou la gendarmerie pour dire il y a eu tel événement pour qu'on puisse prendre des dispositions. Ça n'a pas été le cas. Ils ont braqué le monsieur, ils sont partis. Les deux ponts, sur les deux ponts, à l'entrée comme à la sortie, il y a les policiers. Qui gèrent la circulation routière, qui ne sont pas forcément équipés. Tous les carrefours de Bamako. Non, ne dites pas. Non, il y a des policiers sur tous les carrefours de Bamako. Dites ça, vous dédouanez une partie des gens qui assurent notre sécurité. S'ils étaient informés que voilà tel véhicule part dans cette direction, mais il y a des barrières, on bloque. Les policiers peuvent faire ça, mais ça n'a pas été le cas, ils ont disparu. Mais moi, je pense qu'à ce niveau, la population aussi doit contribuer à mon avis. Et maintenant, on voit un dispositif impressionnant à travers la ville pour faire croire qu'on est en train d'assurer la sécurité. Après, le forfait, ça ne sert à rien. Surtout pour combien de temps? Pour combien de temps? Alors, Youba Konaté, il y a eu un suspect abattu à Daoudabougou, Soumaïla Daoudi Bakara. Est-ce qu'il y a un lien forcément entre la mort de ce suspect-là et ce qui s'est passé à Ecobank? Non, pas forcément, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un lien forcément, je ne sais pas. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire par rapport à tout ce que les gens ont commenté ici, c'est
que les assaillants aient attaqué le monsieur et le dépouiller de ses sous et partir comme ça. C'est ce qui est bizarre dans l'affaire, c'est ça. C'est qu'aucune tentative de poursuite, même d'un citoyen, des repérages. Mais cette manière de faire qui est nouvelle, qu'est-ce que vous en dites? Attaquer, braquer devant une banque, en plein cœur de Bamako, avec des armes de guerre. C'est pas la première fois devant cette banque. Non, c'est pas. Ça dit qu'il y a. C'est pas la première fois. Peut-être qu'à ce niveau-là aussi. Avec des armes de guerre, cette fois-ci. J'ai dit, par rapport à ces niveaux-là, il faudrait que les Maliens commencent déjà à se mettre aussi dans cette posture-là et se dire que les choses sont en train de changer aussi dans notre pays et que les gens prennent de nouvelles dispositions. Parce que par rapport à ce que le président de la commission de défense a dit, mais c'est vraiment de n'importe quoi. Mais le président de la commission de défense a parlé, je vous rappelle, aussi du professionnalisme des hommes. Oui, j'ai dit, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que il voudrait nous faire croire que c'est la première attaque d'envergure dans la capitale. Non, je suis désolé. Quand on a tiré à Sogoniko, nous sommes dans une ambiance d'insécurité depuis 2 à 3 ans. Donc on ne va pas nous dire, par rapport à ces menaces directes-là, c'est la police et la gendarmerie qui sont en avance. Donc si depuis 2 ans, 3 ans, ils n'ont pu rien faire pour ces gens-là, qu'est-ce que... nous on s'en remet à Dieu et puis on attend. La professionnalisation des policiers, qui doit les professionnaliser? Qui recrute les policiers? Qui les forme à l'école de police? Mais c'est l'État malien. Donc si l'État malien vient s'arrêter et nous dire que ces policiers ne sont pas professionnels, mais c'est une injure aux policiers maliens, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes. On doit soigner la communication, à mon avis. Ça pose problème. Merci beaucoup. À présent, une commémoration le 2 novembre 2013 au 2 novembre 2016. 3 ans que Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été enlevés puis exécutés dans le nord du Mali. L'assassinat avait été revendiqué par AQMI en son temps. L'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon dénonce des zones d'ombre qui entourent toujours le mobile et les circonstances de ce drame. Lamfia Sinaba, vous comprenez que 3 ans après, qu'on en sache aussi peu sur les circonstances de leur mort? C'est une affaire qui est très très compliquée à mon avis. On se rappelle, il y a quelque temps, le gouvernement français avait déclassé, mais malgré tout, le dossier, ça traîne. Quelque part, ça doit nous amener à nous poser la question, qu'est-ce qui fait autant peur aux autorités françaises à vouloir laisser les choses évoluer? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des blocages. Et s'il y a blocage, c'est vrai, l'accès passé chez nous, dans le nord du Mali, à Kidal, mais il faut reconnaître que c'est vrai, il y a eu un moment donné, l'instruction, ça a commencé ici, il y a un juge qui est là, mais il faut reconnaître que le gros du travail, à mon avis, c'est de l'autre côté de l'Hexagone. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait autant peur aux autorités françaises? Voilà des interrogations qu'on doit se poser. Maintenant, est-ce qu'on est en mesure de répondre à ces interrogations-là? Alors, le ministre français de la Défense, Yves Le Drian, aurait dit qu'ils ont été trahis déjà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement comprendre? Parce que le monsieur qui a été désigné comme le suspect numéro 1, la France l'a tué à 2 reprises. Hein? Abdelkader. Abdelkrim, pardon. On a annoncé sa mort. Je parle de Baka. Ensuite, il a survécu. Ensuite, on dit qu'il est mort. Bon, maintenant, on se pose la question, quel est l'intérêt qu'on a à manipuler l'information de cette manière-là? Vous pensez qu'il y a une manipulation de l'information? Mais bien sûr. Vous pensez qu'il y a des non-dits des non-dits, c'est ce que je veux dire. Et puis, on a des relevés. Ces gens-là, ils sont entrés en contact avec des Maliens, ils sont entrés en contact avec beaucoup de gens. Les téléphones sont là, ils ont parlé. Qu'est-ce que le contenu de ces appels-là disent? L'enquête, on dirait que c'est l'instruction, l'affaire. On ne va pas entrer dans les secrets de l'instruction, mais pourquoi ne pas donner des pistes au moins qui puissent permettre de soulager les familles de ces gens-là? Parce que ça fait mal de perdre un proche et de voir qu'on n'arrive pas à connaître les assassins ou encore on n'arrive pas à connaître les commanditaires. Ça fait très mal. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'ils aient ces informations-là pour pouvoir vraiment faire leur deuil comme il faut. Merci, Lamfia Sinaba. Hassan connaît une question quelque peu politique que j'ai posée il y a quelques jours dans ce même studio à Tchèblendramé. Est-ce que si l'administration malienne est redéployée à Kidal, ça va nous permettre de faire rapidement la lumière sur ces crimes? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'administration malienne n'y était pas au moment où le crime se posait. Donc, 3 ans après, quand une administration malienne est déployée dans cette zone, je ne crois pas qu'elle puisse vraiment faire la lumière sur
sur ces crimes-là. Mais en réalité, l'État français devait être à mesure, 3 ans après, avec tous les moyens dont la France dispose, de nous donner les informations concrètes sur la mort de nos confrères. Aujourd'hui, moi, je me pose des questions si ces 2 journalistes n'ont pas été tués pour raison d'État. Je me pose la question. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Merci Hassan Koné. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Une réaction, Un avis, Un commentaire, Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani. Nous sommes en train de parler à présent de la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, 3 ans déjà passés. Dites-moi, votre nom m'échappe, Yorosso, pardon, j'ai failli vous appeler Yuba, Yorosso de l'Inter de Bamako. Dites-moi, quels sont les moyens de pression dont on dispose aujourd'hui, justement, au niveau des journalistes, pour pouvoir faire la lumière sur cette affaire? Je crois que les journalistes ont fait de leur mieux. Et les associations de presse ont marché, ont produit des déclarations pour condamner l'acte afin qu'on puisse diligenter les enquêtes. Mais jusqu'à présent, c'est le silence radio du côté de la France qui, comme Hassan l'a dit, avec tous les moyens dont ce pays dispose, devrait quand même éclaircir cette situation. Mais si elle ne le fait pas, peut-être que c'est pour d'autres raisons que nous ignorons. Et Dieu merci, cette tuerie s'est déroulée au moment où l'administration n'était pas présente sur les lieux. Sinon, peut-être on allait attribuer ça à nos militaires. Et Dieu merci. Mais il est temps quand même, la France qui parle des droits de l'homme et chaque fois de liberté, chaque fois que la liberté de presse est menacée dans un pays africain ou dans un autre, c'est pratiquement la France qui est le premier pays à bondir sur cette affaire, à demander qu'on éclaircisse la situation, mener des enquêtes. Mais aujourd'hui que la balle est dans son camp, voilà que la situation est là durant 3 ans. Bon, nous ne savons rien, mais nous pensons que peut-être les années à venir, la lumière éclatera. Merci. Yuba Konaté, un mot sur la lenteur de cette enquête-là, justement pour faire la lumière sur les crimes dont ont été victimes nos collègues. Oui, justement déjà à ce niveau, par rapport aux moyens de pression, je pense qu'il y a une association de journalistes, de professionnels français, des médias qui s'est constituée en association et qui est en train de faire un lobbying très fort en France là-bas déjà. Les amis de Claude et Ghislaine. Voilà, les amis de Claude et de Ghislaine. Moi, je suis convaincu que cette association va parvenir, ne serait-ce que dans les jours à venir, à avoir des résultats parce qu'elle va se battre et le premier responsable de l'association, je l'écoutais il y a quelques jours, disait... Mais l'acte s'est déroulé au Mali. Est-ce que nous, en tant que journalistes maliens, on n'a pas justement une responsabilité face à l'éclatement de la vérité? Forcément, ça dit qu'à un moment donné, au moment opportun, les journalistes maliens, déjà, je pense que les gens, ici à ce niveau, se sont beaucoup mobilisés pour soutenir les 2 confrères et exiger à ce que la lumière soit faite sur la disparition de ces 2 confrères-là. Mais je voudrais rebondir sur un truc quand Yorosso dit que c'est la France qui parle des droits de l'homme et c'est la France, elle aussi, c'est cette même France qui parle aussi des raisons d'État. Donc vous comprenez entre les 2 ce qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, à ce niveau-là, pour montrer sa bonne foi, ne serait-ce que les autorités françaises peuvent quand même, parce que j'ai cru comprendre jusque-là que tous les archives n'ont pas été déclassifiées, contrairement à ce qu'on est en train de dire. Mais certains ont été déclassifiés. Alors, il faut déclassifier le tout. Comporte beaucoup de ratures. Justement, comporte beaucoup de ratures et presque si on veut faire la lumière, il y a des noms qui manquent, il y a beaucoup de choses qui manquent. Même s'il y a 2 morceaux qui restent, les gens vont penser que ces 2 morceaux-là contiennent la réalité. Donc, c'est le tout qu'il faut déclassifier, c'est pas une partie qu'il faut déclassifier. À ce niveau, je pense que pour montrer leur bonne foi et dire qu'ils n'ont rien à se reprocher, les autorités françaises peuvent déjà déclassifier l'ensemble des archives concernant cette affaire-là et peut-être que ça va permettre de faire la lumière. En tout cas, ne serait-ce que dire que la France, comme elle est soupçonnée, et les autorités françaises, comme elle est soupçonnée, parce que ne sont pas
concernées, ne serait-ce que ça pour éclaircir la situation. Merci Youba Konaté. À présent, un autre chapitre, les élections communales. Aujourd'hui, donc, a débuté la campagne officielle pour les élections communales. Celle-ci va s'achever le 18 novembre prochain, 2 jours avant la date de l'organisation du scrutin. Plusieurs fois remises, ces élections ne pourront pas se tenir dans toutes les régions en raison de l'insécurité. Hier, l'opposition a jugé qu'elle était actuellement inopportune. Ses responsables dénoncent l'insécurité grandissante, les conditions de vie difficiles des populations. Selon eux, le gouvernement doit d'abord trouver des solutions à ces problèmes avant la tenue de ces élections communales. Lamfia Sinaba, ça vous paraît sensé? Est-ce qu'on peut aller aux élections dans les circonstances actuelles? Parce que le gouvernement l'a voulu. Sinon, l'idéal était que vraiment que les conditions soient réunies pour qu'on puisse aller. On parle de quelles conditions? De sécurité des populations. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a toujours ce problème d'insécurité, ce qui a fait qu'on avait reporté les élections. Malheureusement, les mêmes conditions persistent, les mêmes conditions d'insécurité persistent. D'où, selon le gouvernement, l'opportunité d'aller à la mise en place des autorités intérimaires dans les 5 régions et également l'organisation des élections dans d'autres parties du pays. On me dira peut-être que les circonstances du pays font que on va faire 2 poids, 2 mesures. Sinon, l'idéal était qu'on puisse aller de façon globale à l'organisation des élections sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas pu... Cela fait quand même un moment que le mandat des maires est terminé et qu'on a parlé de délégation spéciale. Et mais ça fait quand même un moment. Est-ce qu'on va avoir 5 ans encore sans élection communale? On est en train de payer le manque, le courage politique des autorités. Qu'est-ce qui a été convenu? À Alger, dès la signature, il était prévu de procéder à la mise en place des autorités intérieures. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. On s'est mis à tourner en rond. Le temps imparti était déjà fini, on peut le dire, parce qu'il était prévu qu'on ait dès la signature de l'accord, ce qui n'a pas été le cas. Sinon, à mon avis, si on avait installé l'autorité intérimaire dès la signature, le problème qu'on connaît aujourd'hui, notamment l'application des 2 lois, je pense que ce problème n'allait pas se poser aujourd'hui. Merci, Lamfia Sinaba. Hassan Kone de NotreNation.com. Dites-moi, on est quand même allé aux élections présidentielles avec des circonstances très particulières. Il n'y avait même pas d'accord à l'époque, mais on a eu quand même des élections présidentielles qui ont permis à l'actuel chef de l'État d'être au pouvoir. Oui. Alors pourquoi, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller aux élections maintenant avec un accord de signe, déjà, avec la mise en place des autorités intérimaires? Politiquement, ces 2 élections n'ont pas la même signification. Ici, c'est des élections de proximité. Et moi, je suis un peu surpris. Un pays qui se dit démocratique, sur une portion du territoire, on va procéder par un système démocratique pour désigner les représentants de la population, ceux qui vont gouverner les populations à la base. Et sur une autre portion du pays, on va procéder par un système, une gymnastique intellectuelle, autorité intérimaire qui remplace, comment on appelle, les délégations spéciales. Vraiment, ça a été une grande gymnastique juridique. Il faut le reconnaître, ça a été une grande prouesse, hein. Mais la prouesse, le résultat, c'est quoi? On constate que est-ce que cette décision n'est pas un acte préalable aux revendications du MLA? Est-ce que de fait, le Mali n'est pas divisé? Moi, c'est la question que je me pose. Une partie du pays où la démocratie va fonctionner, une autre partie où on va désigner les autorités. Mais il n'est pas dit que les élections ne vont pas se passer au nord. Mais quand? Le temps les élections vont se passer quand? Alors, le temps, on finit les élections ici, on va installer les autorités intérimaires là-bas. Et les élections vont se passer là-bas quand? Ces mêmes autorités intérimaires, d'ailleurs, ont pour mission d'organiser justement les élections dans l'autre côté du pays. C'est la mission de l'État. Attends, il y a même un problème. C'est la mission de l'État d'organiser les élections sur tout l'ensemble du territoire malien. Mais pourquoi dire que les autorités intérimaires ont pour mission d'organiser les élections? On leur donne déjà un pouvoir régalien. Ça pose problème.
C'est le français. C'est les dispositions de l'accord. Mais les dispositions de l'accord, les dispositions posent problème. L'opposition a dénoncé justement cette situation sécuritaire qui pourrait éventuellement empêcher d'aller aux élections. Ils ne souhaitaient pas aller aux élections. Pourtant, pendant les présidentielles, on n'a pas vu la même ardeur. Tous les politiques ont martelé qu'on pouvait aller aux élections malgré que le pays était sous occupation, malgré qu'il n'y avait aucun accord. Alors aujourd'hui qu'il y a un accord, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller aux élections? Est-ce que cette situation sécuritaire tant décriée n'était pas pire au moment des présidentielles? Oui, même si la situation sécuritaire était pire au moment de la présidentielle, mais la sécurité demeure. Et c'est irrésistible quand vous prenez par exemple la région de Mopti. C'est des attaques à répétition. Donc, n'existe pas, les écoles ne font pas, la sécurité n'est pas là, donc ça pose de sérieux problèmes. Aujourd'hui, ces groupes armés sont en petits groupes par-ci, par-là pour faire mal. Donc, comme les autres l'ont dit, c'est regrettable que ces élections vont consacrer la partition du pays. On ne peut pas avoir deux modes de gestion pour les mêmes citoyens des mêmes pays. Des élections communales pour le reste du pays et des autorités imposées à des populations qui n'ont pas accepté à ce qu'on leur impose des personnes qu'elles ne veulent pas. Vous voyez que ça va amener d'autres problèmes. Il y a des manifestations par-ci, par-là, que les gens sont en train de dire ne sont pas d'accord. Donc, notamment à Ménaka, les gens de Gao sont sur les autorités intérimaires. Oui. Donc ça va amener, l'installation des autorités intérimaires va amener d'autres problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres contestations? Je ne voudrais pas qu'on occulte aussi le fait qu'il faut reconnaître que quelque part, il y a de ces conseils-là aussi qui n'évoluent pas, qui ne fonctionnent pas vraiment, compte tenu du fait qu'il y a vraiment assez d'abandon, pour ne pas dire assez d'absence dans les conseils communaux. Par exemple, j'ai échangé avec un responsable de Tombouctou qui dit que dans le conseil, le quota de quorum n'est pas atteint. Je ne me rappelle pas exactement des chiffres. Il y a cet aspect. Maintenant, pour revenir à votre introduction, vous disiez tout de suite qu'en allant aux élections présidentielles, il n'y avait pas d'accord. Mais il faut reconnaître que l'accord préliminaire de Ouagadougou, qui nous a permis, qui a posé vraiment des conditions qui nous ont permis d'aller aux élections. Maintenant, les autorités qui sont venues, ma foi, n'ont pas été à la hauteur. Sinon, ce qui était prévu, si on avait, dès la signature de l'accord comme prévu, si on était allé aux élections intérimaires, à mon avis, ça n'allait pas poser ce problème de deux lois. Une loi qui prévoit l'organisation des élections dans une partie du pays et une autre loi avec un décret d'application prévoyant la mise en place des autorités intérimaires. Merci, Lamfia Sinaba. Youba Konaté, dites-moi, est-ce que c'est réalisable, c'est jouable, on peut aller aux élections? Moi, je crois que oui. On n'a même pas le choix parce que l'accession, c'est déjà parti. Parce que moi, je ne suis pas en train de comprendre. Parce qu'on fait comme si on a le choix. On n'a même plus le choix. Et par rapport aux autorités intérimaires, je vous rappelle très rapidement, j'aimerais aussi rapidement vous poser cette question. Et le chef de l'État qui a remis 300 millions de francs CFA aux femmes candidates, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, il faut un début à tout, sinon c'est dérisoire. Alors, c'est un bon début déjà. 300 millions, il faut... Oui, mais elles sont combien? J'ai cru comprendre qu'elles sont autour de 500 personnes. Quand vous essayez de faire déjà un partage. Il est temps d'arrêter ce folklore pour la promotion des femmes et autres. Il y a des milliers d'enfants qui ne partent pas à l'école. Ces 300 millions peuvent construire 3 ou 4 lycées ou des établissements. Vous ne pensez pas que si on a plus de femmes leaders d'ailleurs, un des problèmes, l'argent reste entre les gens de Bamako, les femmes de Bamako réussissent. Non, vous pensez pas que les femmes peuvent changer les choses? J'ai soutenu le combat des femmes, mais je pense qu'il ne faut pas folkloriser ce combat des femmes. Il faut vraiment aider les femmes, les soutenir autrement, les former, leur donner la capacité d'être vraiment des leaders. Mais il ne faut pas nous fabriquer des leaders en carton, préfabriquer des femmes. Ça ne sert à rien de les fabriquer. Il faut les soutenir pour qu'elles soient vraiment des vrais leaders. Alors, s'il y a un soutien financier, Lamfia Sinaba, s'il y a un soutien financier, est-ce que ça ne va pas justement aider? Que la population reconnaisse en eux de vrais leaders. Mais dans certains quartiers de Bamako ici, les femmes se réveillent 3h, 4h pour aller chercher de l'eau. Ça peut construire des forages. Il y a des femmes qui couchent en cours de route pour atteindre une maternité ou bien un CSCOM. Voilà des vrais problèmes des femmes.
Mais prendre de l'argent et distribuer gratuitement chaque fois qu'il y a... Justement, vous ne pensez pas que ces femmes leaders peuvent... Si on a des femmes leaders, plus de femmes leaders... On n'aide pas les femmes. Les femmes qu'on doit aider, on ne les aide pas. Vous ne pensez pas que si on a plus de femmes leaders, ça va être une des solutions prochaines? C'est pas la on peut faire le bilan. Il a fait une autre donation, non, il y a un moment. Il devait tirer le bilan d'abord avant de donner ça. On ne fait pas de bilan, on donne. Il est temps de justement, ma question c'est... Il est temps de ne pas s'accrocher. Il nous reste quelques secondes. Éduquer les femmes. Moi, je suis bien d'accord. C'est-à-dire, on est dans une société, quand on prend le taux des femmes maliennes, il faut qu'on embarque les femmes maliennes avec les hommes maliens pour le développement de ce pays. Mais il faut qu'on trouve les bonnes méthodes et les bonnes manières. Merci Hassan Koné. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci messieurs d'être avec nous. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran-Diallo, mise en onde par Philippe Dambélé, à la régie vidéo Noundjiri. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org, celle-là ainsi que toutes les autres. Merci, à demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.